qu'ils étaient brouillés avec un être cher. J'ai reçu un mail me disant que notre amitié était terminée et donc elle m'excluait complètement de sa vie. Certains étaient sur le point de faire un pas l'un vers l'autre. Ce que je voulais, c'est quelque part lui dire que je lui en voulais plus. Mais la vie ne leur a pas laissé le temps de se réconcilier. La veille de nos retrouvailles, je suis sortie du travail. Mes parents m'attendaient pour m'annoncer que mon frère avait eu un accident de camion et qu'il était décédé. J'ai choisi de lui écrire. Tu sais combien de pages cette lettre? Une trentaine. J'ai pas eu le temps de lui parler. Ni de lui donner votre lettre. Et malheureusement, ni de lui donner ma lettre. Et c'est un grand, grand regret. La première des choses qui m'est venue à l'esprit, c'était je le reverrai plus, donc je pourrais plus lui dire pardon. Mais comment se débarrasser des remords et de la culpabilité? J'ai pris un cahier d'écolier et je lui ai écrit parce que j'ai pas pu m'exprimer avec lui puisqu'il était décédé. Ça m'a fait du bien. Même s'il y avait ça, même s'il y avait cette colère, ben finalement je l'aimais beaucoup et je l'admirais parce que c'était quand même quelqu'un d'extraordinaire. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présents sur ce plateau. Qui ne s'est jamais brouillé à une période de sa vie avec un être cher, un parent, un frère, un ami ou même son propre enfant? Les réconciliations qui suivent sont souvent inoubliables, au point même d'éclipser l'objet de la dispute. Mais nos invités, eux, n'ont pas eu cette chance. Un accident, une maladie et la personne avec laquelle ils étaient brouillés est partie trop tôt. La vie ne leur a donc pas laissé le temps de se réconcilier. Mais comment faire le deuil lorsqu'on perd un être cher dans ces conditions? Eh bien, c'est la question que nous nous posons aujourd'hui dans Toute une histoire. Et restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour notre rendez-vous. L'histoire continue. Nous retrouverons aujourd'hui Amélie et Alison, ainsi que Didier et Christine. Des témoignages particulièrement bouleversants. Nous découvrirons ce qu'ils sont devenus depuis leur passage dans Toute une histoire. Mais d'abord, on va ouvrir la première partie, toutes ces années perdues, et nous commençons avec Catherine. Bonjour. Bonjour Sophie. Dans quel genre de famille avez-vous grandi? Oui, alors moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient très instruits, très cultivés, avec une position sociale assez élevée, c'était des notables. Néanmoins, avec des règles d'éducation extrêmement strictes. Quelle relation entreteniez-vous avec votre père? Alors, ça a toujours été très très compliqué avec papa. Donc, c'était une personne avec qui, malheureusement, je ne pouvais pas communiquer énormément. Pour ainsi dire, papa, je ne l'ai pas vraiment connu et je pense qu'il ne m'a pas vraiment connu non plus. Pour quelle raison? Alors, c'était quelqu'un qui était, c'était vraiment le patriarche assez autoritaire, hein, donc toujours à garder ses sentiments pour lui. Il ne manifestait pas vraiment de signes d'affection. Donc c'était sa façon de m'aimer, mais moi je considérais ça comme un manque d'intérêt. Comment vous avez vécu ce manque d'affection à votre égard? Eh bien, j'ai toujours eu l'impression qu'il me manquait quelque chose. Certainement qu'il fallait que je prouve quelque chose, peut-être que je prouve à papa que finalement j'étais digne de son amour, digne qu'il s'intéresse plus à moi, en tout cas qu'il me le montre plus. Je pense certainement qu'il s'intéressait, mais pas de la manière que je voulais. Comment vous lui avez prouvé? Est-ce que j'ai prouvé? Donc c'est ça la grande question. En tout cas, j'ai toujours été l'enfant presque modèle, hein, on va dire. Et j'ai toujours fait ce qu'il fallait. Quand il le fallait, je n'ai jamais posé de problème. Là, vous avez été sage, vous très avez eu de sage. bonnes notes à l'école. Voilà. Il voilà. vous manifestait sa satisfaction? Pas tout à fait. C'était normal. C'était normal. Jamais de compliments? Très, très rarement. Sincèrement, comme ça, je m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Vous êtes partie, vous avez quitté le domicile à l'âge de 18 ans? Alors, je suis partie, c'était un concours de circonstances. De toute façon, il fallait bien que je parte faire mes études. Et donc, j'ai choisi de partir carrément faire mes études à l'étranger, dans un autre pays.
Quel lien avez-vous gardé avec votre père? Alors, malheureusement, je n'avais pas beaucoup de liens et c'est ça que je regrette. C'était vraiment de la pure courtoisie, hein, quelque part. Donc, je ne me souviens même pas que je l'avais au téléphone plus d'une fois, peut-être par mois. Et encore, c'était vraiment juste pour dire bonjour, ça va, comment ça va, vraiment les usages. Donc, mais à part ça, est-ce que ça vous manquait? Il vous manquait? Beaucoup, beaucoup. Mais je m'en étais accommodée depuis très longtemps. Je ne me rendais pas compte, en fait, qu'il me manquait. À l'âge adulte, de quelle manière avez-vous choisi de dire à votre père ce que vous aviez sur le cœur? Alors, donc, c'était après beaucoup de réflexions. Je me suis rendu compte que j'avais besoin d'exorciser, de dire, mais ce n'était pas possible de l'exprimer comme je suis en train de le faire avec vous aujourd'hui, parce que nous n'avions pas l'habitude de communiquer. Et j'ai choisi donc de lui écrire. À quel âge? Oh, ça... J'ai commencé vraiment à y penser depuis l'âge de 30 ans à peu près, et c'est vers l'âge de 35-36 ans que vraiment j'ai entamé mon écrit. Pourquoi vous avez eu ce besoin? Je pense qu'avec l'âge, on se remet en question, on a plus de recul. Et puis, en tout cas, c'est venu comme ça, j'ai eu un déclic et je me suis dit, il faut que j'en parle, parce que je portais aussi beaucoup de colère en moi, Sophie. Et je me rendais compte qu'il fallait que ça sorte, parce que sinon, ça allait finir par vraiment nous séparer. Alors, vous avez commencé à écrire cette lettre en 2010 et en 2011, oui, vous avez mis du temps à écrire quand même. Écoutez, c'est très difficile de mettre toute une vie dans une lettre, hein, parce que... Elle faisait combien de pages, cette lettre? Là, je dois être peut-être à une trentaine. Ouais. Mais je voulais rien oublier. En 2011, votre père est tombé malade, on lui a découvert un cancer. Est-ce que le fait de le savoir malade vous a rapprochés? Ça nous a rapprochés, oui et non. Je pense que finalement, il a fini par savoir que j'avais quelque chose à lui dire. Je ne sais toujours pas comment. Je ne sais pas si c'était ma sœur ou si c'était ma mère qui lui en avait parlé un petit peu. Mais en tout cas, il était nettement moins dans la retenue. Après, est-ce que c'est parce qu'il a su ce qui en était ou parce qu'il était malade et qu'il se savait condamné? Je ne sais pas, je ne sais toujours pas. Toujours est-il que de mon côté, je n'ai toujours pas pu faire le premier pas. Et c'est resté en suspens. C'est-à-dire, vous n'avez pas eu le temps de lui parler? Voilà, j'ai pas eu le temps de lui parler. Ni de lui donner votre lettre. Et malheureusement, ni de lui donner ma lettre. Et vous le regrettez aujourd'hui? Et c'est un grand, grand regret. Et oui. Bonjour Yvonne. Bonjour Sophie. Pourquoi est-ce parfois si difficile de dialoguer après un conflit, après un être cher? Par peur de l'affrontement, par peur du face-à-face, parce qu'on craint la personne qui nous est si chère, mais en même temps, on est investi de peur et parfois donc de colère, on verra comment. Et aussi parce qu'on a l'impression que cet être cher, eh bien, n'arrivera pas à comprendre l'objet et nos demandes de réconciliation. Donc on se met en repli et on n'ose pas faire le premier pas, comme dit Catherine. Et puis aussi parce qu'on a peur de notre explosion émotionnelle. Quand on est dans un conflit avec un être cher et quand on est victime d'une sorte d'injustice, comme vous semblez le dire, eh bien, on est animé par une colère. Or, toute réconciliation passe d'abord par l'expression d'une colère. Il n'y a pas de pardon et de réconciliation si la colère n'a pas pu être exprimée. C'est-à-dire, on n'est pas quelque part libre de ces mots. Or, quand la colère, on a peur de l'exprimer, eh bien, la réconciliation ne peut pas se faire. J'avais vraiment une peur bleue. Oui. Mais parfois, on a peur aussi d'être déçu de la réaction de l'autre. Parce qu'on a des choses à dire, on a peur de ne pas être entendu, pas être compris. Rejeté. Et donc, on préfère parfois se taire. Parfois se taire et on pense toujours que finalement l'autre viendra vers vous. On attend que l'autre vienne pour pouvoir s'exprimer et parfois il est trop tard. Tout à fait ça. Marie-Odile, bonjour. Quelle est la rencontre qui a marqué votre vie il y a une vingtaine d'années? Bien, alors que j'étais en vacances pour une semaine au Maroc, où je me remettais d'une déception amoureuse, j'ai rencontré donc
une amie avec un de ses amis qui était là. Et à partir de ce moment-là, une relation d'amitié s'est créée, d'amitié très proche, à tel point que j'ai toujours considéré ensuite Hermine comme ma petite sœur, comme faisant partie de la famille. Un coup de foudre amical. Voilà, tout à fait amical, mais un coup de foudre quand même. En 2007, une épreuve a contribué à vous rapprocher encore plus. Que s'est-il passé ? Eh bien, elle est tombée malade. Elle a eu un cancer du sein, donc avec tout ce que ça comporte, opération, chimio, etc. Et elle, vivant en célibataire, je l'ai, entre guillemets, assistée le mieux possible, c'est-à-dire dans les accompagnements hospitaliers et tout ce qui était possible. Quand elle revenait de ses chimios, je passais 2 ou 3 jours chez elle pour m'assurer que tout allait bien. Enfin voilà, donc vraiment très proche d'elle. Oui, oui. Ça a été difficile pour elle, une période douloureuse, à la fois physiquement et j'imagine sur le plan psychologique. À quel point la maladie l'a affectée ? Évidemment, elle était très atteinte par ça. Elle était aussi soucieuse, ce qui se comprend tout à fait, de l'apparence que l'on peut avoir après une telle épreuve. Donc, petit à petit, est arrivée après la période de soins proprement dite, la période où, étant en rémission, elle a pu entamer une reconstruction physique. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Et là aussi, j'étais dans l'accompagnement puisque dans cette phase-là, il y avait aussi des interventions à subir pour cette reconstruction en plusieurs étapes. Et puis un jour, une parole malheureuse que vous avez beaucoup regrettée par la suite a fini par vous échapper. Qu'est-ce que vous lui avez dit exactement ? Alors ce jour-là, c'était quelques jours après cette première étape de reconstruction où j'étais depuis 2 jours chez elle et en même temps, elle était évidemment en période très fragile où elle était quand même, on va dire, elle s'observait beaucoup, ce que je comprenais, mais moi, ce jour-là, j'étais peut-être pas très attentive ou suffisamment attentive. Et alors que nous sortions faire une petite promenade pour s'aérer, elle m'a dit, enfin, elle s'est regardée dans la glace avant de partir une nouvelle fois et elle m'a dit « Oh là là, tu trouves pas, j'ai mauvaise mine, etc. » Ce qui était tout à fait vrai. Maintenant, comme j'avais déjà entendu ça plusieurs fois, peut-être que mon impatience a pris le dessus et j'ai donc dit à ce moment-là « Peut-être que tu te regardes un peu trop. » Et voilà, et ça a été le mot de trop aussi. Comment a-t-elle réagi ? Donc sur l'instant, j'ai bien senti immédiatement que c'était vraiment la parole de trop, ça c'est évident. Donc on a quand même fait notre petite promenade et puis après, elle m'a laissé entendre que de toute façon, enfin il était prévu que je rentre chez moi et on s'est quittés. Le lendemain, j'ai voulu l'appeler, j'ai laissé passer la soirée parce que je me suis dit... Voilà, je pense que la discrétion est aussi de rigueur et ça permet de réfléchir. Le lendemain, j'ai voulu l'appeler, elle ne m'a pas répondu. Ça ne m'a pas étonnée plus que ça. Et puis j'ai dû laisser passer encore 24 heures, me disant, bon, il lui faut peut-être un peu plus de temps. Et à ce moment-là, évidemment, elle ne m'a pas répondu, mais elle savait très bien que c'était moi. Et j'ai laissé un message d'ailleurs sur le répondeur. Et j'ai reçu un peu plus tard, ou le lendemain, je ne sais plus précisément, mais enfin, de façon rapprochée, un message de sa part, un mail, me disant que notre amitié était terminée et donc elle m'excluait complètement de sa vie. Ce qui pour moi a été quelque chose de très douloureux. D'abord parce que les mots étaient difficiles, mais bon, en même temps, j'entendais sa souffrance. J'avais la pleine conscience de ma responsabilité dans tout ça. Vous le lui avez exprimé ? Alors, voilà, j'ai pris le temps d'écrire une lettre, une longue lettre, où j'ai détaillé absolument tout, c'est-à-dire tous les arguments qu'elle m'a donnés.
Je les ai détaillés point par point puisqu'elle me disait qu'elle doutait de ma sincérité. Enfin, il y avait des mots forts quand même parce que, voilà, difficile à entendre. Donc j'ai essayé le mieux que j'ai possible, le mieux qu'il était possible et avec autant de douceur. Possible aussi de lui donner les explications, de lui dire pourquoi j'avais dit ça, tout en comprenant que c'était complètement maladroit et que c'était déplacé. Enfin bref, voilà. Les mots, à la fois l'excuse et l'explication étaient là, en lui faisant comprendre aussi que j'étais comme tout être humain avec mes faiblesses et que là, en l'occurrence, ma faiblesse était là, tout simplement. Voilà. Et donc, comment a-t-elle réagi à et votre elle n'a lettre? plus réagi du tout. Donc moi, j'ai beaucoup... Culpabilisé? J'ai culpabilisé et puis je me suis dit que faut-il faire. Et en même temps, je me suis dit c'est son choix. J'avais donné tous les arguments. Donc je suis restée silencieuse, espérant que le temps aidant, les choses se referaient. En même temps... Par rapport en même temps, vous n'étiez peut-être plus en phase non plus. Elle sortait de sa maladie, il fallait oui. qu'elle se reconstruise, vous étiez dans votre vie. Il y a peut-être un moment où on est plus sur la même longueur d'onde. Oui, ça je peux l'entendre tout à fait et c'était peut-être le cas. Mais ceci étant, même si on s'éloigne, c'est le phénomène de la rupture qui est absolument bouleversant. Et douloureux, bien sûr. Et douloureux, parce qu'une amitié si proche, qui est détruite par un mot, certes, dont je porte la responsabilité. Ouais, il devait y avoir autre chose, j'imagine. Un besoin certainement d'éloignement de sa part. Oui, tout à fait. Pour se trouver différemment. Voilà. Et je ne sais pas ce qu'en pense Yvonne, mais à mon avis, ça se Moi, j'ai envie de vous pas. dire que vous n'avez fait aucune erreur dans cette relation. Vous avez juste un tout petit peu écorché l'ego de votre amie, et ça, elle n'a pas supporté. Vous avez voulu lui dire, s'il te plaît, arrête de te regarder, c'est pas l'enveloppe qui est importante, va à l'essentiel. Oui. Je trouve que votre culpabilité n'a pas lieu d'être, parce que je crois que tous les reproches qu'elle a pu vous faire, c'était peut-être aussi à réfléchir ultérieurement des reproches qu'elle se faisait à elle-même. Et vous avez beaucoup d'empathie vis-à-vis d'elle, vous avez beaucoup d'affection vis-à-vis d'elle, et franchement, elle vous a culpabilisé, et c'est cette culpabilité-là qu'il faut absolument exorciser, parce que vous n'avez rien fait de mal. Juste, vous l'avez un tant soit peu démasqué dans sa faille narcissique. Oui, à un instant où elle était très fragile. Oui. Donc c'est là où le reproche peut exister en fait. Sabine, en quoi cette histoire fait-elle écho en vous? Elle fait écho à la culpabilité que je peux ressentir par rapport au départ de mon frère. Enfant, quel lien vous unissez à votre grand frère? Nous étions très proches. Il avait 8 ans de plus que moi. Donc quand je suis née, ma maman me disait qu'il s'occupait beaucoup de moi. Il m'emmenait en promenade, il était très protecteur. Et en grandissant, j'étais toujours collée à lui, à ses copains que j'aimais beaucoup aussi. Une petite sœur collée au basket de son grand frère, un peu pot de colle, je pense. Et j'aimais... Vous aviez combien d'écart? 8 ans. Nous passions quand même beaucoup de temps ensemble, malgré l'écart. J'aimais quand même être avec lui. J'ai toujours aimé être avec des gens plus âgés que moi. Je pense que ça vient un peu de là. J'aime beaucoup cette photo. Et voilà. En grandissant, comment s'est transformé le lien qui vous unissait? Au fur et à mesure, on grandit, on change. Et puis, moi, j'étais toujours assez droite, on va dire, assez discrète. Et mon frère était plutôt un peu... extraverti. Extraverti, un petit peu des chemins de travers. Il a commencé à fréquenter... Des mauvaises fréquentations, un petit peu... tester des chemins pas forcément bien. Et puis, du coup, ça nous a un petit peu éloignés parce que j'adhérais pas toujours à son mode de vie, quoi. Est-ce que ça allait jusqu'où? Ça allait jusqu'à consommer des substances pas légales. Voilà.
Du coup, ça fâchait mes parents. Ça vous a éloigné, ça? Oui. Oui, parce que je voyais que ça faisait souffrir énormément de monde autour de nous, notamment mes parents, et que l'ambiance à la maison n'était pas toujours super agréable. Donc, ça nous a éloignés. Ouais. Ça vous a éloigné au point de rompre le dialogue entre vous? À un moment donné, oui, assez tard du coup, puisque donc, il est décédé en 2003 et nous nous sommes fâchés en 2002. Alors, quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Au cours d'une après-midi à la maison chez mes parents, donc en 2002. On s'est disputé après qu'il ait eu une conversation avec mes parents et je m'en suis mêlée. Et du coup, il n'a pas accepté que je me sois mêlée de quelque chose qui me regarde a priori pas. Et du coup, je me suis fâchée en lui disant que voilà, maintenant, il ferait des efforts ou il n'en fait pas, il change de mode de vie ou pas. Moi, je ne serais plus là. J'avais l'impression d'avoir été beaucoup là, avoir voulu le soutenir, l'aider. Et ça ne portait pas ses fruits. Donc là, à un moment donné, la confiance, elle a éclaté. Et moi, je n'avais plus confiance. Vous étiez en colère contre lui. Oui. Donc, vous ne vous êtes pas parlé pendant 1 an. Est-ce qu'il vous arrivait tout de même de vous croiser? Malheureusement, la vie nous a pas fait ce cadeau parce qu'on habite relativement près les uns des autres. J'habite près de chez mes parents, près de chez ma sœur. Mon frère habitait pas loin. Je vais très régulièrement chez mes parents. Lui, il y allait aussi souvent. Et régulièrement, j'arrivais chez ma maman et me disait tu aurais pu croiser ton frère, il vient de partir. Mais la vie n'a jamais fait qu'on se croise au même moment chez mes parents. Et c'était pas du tout de façon intentionnelle. Est-ce que vous avez tenté de faire un pas vers lui pour vraiment le croiser? Alors, oui, il s'est passé quelques mois où vraiment on n'avait que des nouvelles l'un de l'autre par le biais de mes parents. Et plus le temps passait, plus il me manquait, je me rendais compte qu'il me manquait. Et ma maman me disait elle me racontait un petit peu son évolution à lui, et a priori c'était positif. Il était en train de prendre un appartement avec sa copine. Il faisait une formation pour changer de métier. Et il était plus que clean. Il s'occupait vraiment de lui. Il suivait un bon chemin. Ça vous plaisait, cette idée-là? Cette idée me plaisait, oui. Mais du coup, je n'ai pas fait le premier pas. Et puis, est arrivé le mois de février. Il avait anniversaire. Donc, j'ai profité de cette date anniversaire pour lui faire une carte d'anniversaire. Dans cette carte, je lui ai écrit qu'il me manquait, que j'avais eu de ces bonnes nouvelles par ma maman et que voilà, j'étais pas à côté de lui pour l'épauler, mais que je me félicitais des progrès qu'il faisait et que j'avais envie de lui faire part de ses encouragements aussi. Et en tout cas, que je regrettais les mots et les paroles que j'avais pu avoir quelques mois auparavant. Et... Il vous a répondu? Non. Malheureusement, il ne m'a pas répondu, mais j'ai su par sa copine que cette carte, il l'avait eue, il l'avait lue, et qu'il avait juste décidé que cette fois-ci, ce ne serait pas moi qui déciderais de la date, entre guillemets, de notre réconciliation, puisque j'ai un tempérament comme ça un peu directif, et du coup, il s'est dit, cette fois-ci, ce n'est pas elle qui va décider du quand, du comment, du pourquoi, et c'est lui qui reviendrait quand lui l'aura décidé. Donc, voilà, j'ai attendu qu'il décide de me pardonner. Une belle occasion devait vous réunir quelques mois plus tard. De quoi s'agissait-il? Donc, au mois de septembre, nous devions fêter les 15 ans de ma petite sœur. Et il se trouve que mon frère est le parrain de ma petite sœur. Donc, on devait se retrouver tous ensemble, mes parents, moi-même. C'était l'occasion pour moi, j'avais rencontré mon mari cette année-là, donc de le présenter à mon frère. Et j'en aurais profité à ce moment-là pour lui demander s'il était d'accord d'être mon témoin à mon mariage. Donc vous vous réjouissiez de ces retrouvailles? Moi, je me réjouissais énormément, oui. Et puis, que s'est-il passé la veille de vos retrouvailles? Donc la veille de nos retrouvailles, c'était un vendredi, je travaillais. Et quand je suis sortie de mon travail à 19h, mes parents m'attendaient devant chez moi. Il se trouve que le 29 août, c'est la Sainte Sabine et c'est maintenant la date du décès de mon frère.
puisque donc, je suis sortie du travail. Mes parents m'attendaient pour m'annoncer que mon frère avait eu un accident de camion, donc le camion qu'il conduisait, et qu'il était décédé. Donc, j'imagine le choc que vous avez éprouvé en apprenant cette nouvelle. Au moment même où mes parents m'ont annoncé que David était décédé, la première des choses qui m'est venue à l'esprit, c'était je ne le reverrai plus, donc je ne pourrai plus lui dire pardon. Excusez-moi. Et 10 ans plus tard, cette culpabilité vous hante encore toujours aujourd'hui? Oui, elle est là, elle fait partie de moi et elle le fera toujours. On verra comment vous vous efforcez de vivre avec dans un reportage que nous découvrirons dans la deuxième partie de notre émission. Yvonne, qu'est-ce qui est le plus dur à vivre lorsqu'on perd un proche en pleine fâcherie? Alors, on a l'impression que le conflit reste scellé ad aeternam. Et en plus, quand on n'a pas pu se réconcilier, on oublie bien souvent que le défunt est idéalisé et qu'il y a une forme de puissance comme ça. On lui attribue des pouvoirs. On ne peut plus communiquer avec la parole. Certains vont communiquer avec des médiums, avec autre chose. Donc il y a cette pensée magique qui fait qu'on n'arrive pas à se pardonner parce qu'on a l'impression qu'il est là en train de vous regarder, en train de vous juger et en train de vous condamner. Ça, c'est la pensée magique de l'enfance. Donc, mais néanmoins, le défunt, c'est une énergie. Et ce qu'on dit, on peut faire une réconciliation post-mortem. Alors comment? Tout simplement, on pourrait dire à Catherine ou à vous-même de faire une petite lettre, et ça, c'est des actes symboliques, de faire une lettre, de le lire sur la tombe du défunt, et ensuite de la brûler. Parce que comme ça, on a l'impression que tout s'évapore et tout s'en va. Il y a un rituel dans la religion juive qui fait que devant le défunt, on lui demande pardon, même si on n'a rien à se faire pardonner ou à lui pardonner. Mais c'est un rituel qui permet de se réconcilier avec cette énergie qui n'est plus, mais qui néanmoins est là quelque part. Et ça, c'est très intéressant. Vous savez, l'inconscient adore les rituels. Il se nourrit de rituels et d'imaginaires. Et pour ça, cette lettre est hautement symbolique. Bien souvent, effectivement, il suffit de la lire, et pas une lettre de 30 pages, parce que c'est quand même un peu long, mais une lettre qui soit une vraie lettre, je dirais presque, où tout se décharge, courte, et après vous la brûlez. Et ça, c'est très intéressant. Thérèse, bonjour. Bonjour. C'est avec votre fils aîné que vous étiez en froid. Que pouvez-vous nous dire sur sa naissance? Alors, j'ai eu Christophe, j'étais très jeune, j'avais 19 ans. Parce que j'avais, comment dire, des gros soucis avec ma maman. Elle ne m'aimait pas, elle était très froide avec moi. Elle ne m'a jamais dit « je t'aime ». Ça me fait penser à Kathleen, où je travaillais à l'école, je faisais des efforts, j'ai fait des choses pour lui faire plaisir. Et puis jamais une fois elle m'a dit « c'est bien ma fille ce que tu fais là, oh mon petit bonhomme ». Et puis bon, donc je me suis mariée assez jeune, j'ai eu Christophe, j'avais donc 19 ans. Et je travaillais, je faisais des études d'infirmière, donc c'était pratique. Maman me gardait Christophe pendant que je travaillais, puisque je faisais 2 postes, le poste du matin, le poste de l'après-midi. Juste, je n'ai pas compris le rapport entre le fait que vous disiez que votre maman ne vous aimait pas, enfin, c'était votre perception, votre ressenti, oui. Et la naissance de votre enfant jeune. Il y avait oui, un alors rapport entre les c'est-à-dire deux? que le fait que maman ne m'aimait pas, j'ai essayé. J'ai rencontré donc mon mari et je me suis dit, allez, hop, voilà, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de construire ma propre famille. Oui, tout à fait. D'éprouver de l'amour, moi, puisqu'on ne m'en a pas donné. Voilà, oui, oui. Donc votre mère vous a quand même gardé votre enfant? Oui, elle me gardait Christophe. Donc moi, je travaillais, je faisais mes études d'infirmière. Mais vous viviez chez elle? Oui, oui, à l'époque, je vivais chez elle. Ça elle avait une grande bien maison. On va pas dire ça. Bon. Pas trop. Pardon. Et puis donc est arrivé mon deuxième fils, Emmanuel. Et puis après, donc j'étais obligée d'arrêter de travailler parce qu'avec les enfants, donc on est parti, on a déménagé. Elle a très 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 mal supporté le fait de partir et d'emmener Christophe qu'elle avait élevé. Qu'elle aimait énormément. C'était comme si c'était son propre fils. Elle me l'avait subtilisé. C'était. Et elle était tendre avec lui?
Oh oui. Donc vous avez assisté à ce qu'elle était capable de donner à quelqu'un d'autre que vous. Ah oui, oui. Et puis En même avec l'occurrence, mes votre frères. fils. Oui, 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 oui. Et avec votre frère aussi. Ah oui, avec mes frères, c'est pareil. Elle était très, très maman avec mes frères. Pas avec moi. Tout ça a été difficile à vivre. Ah oui. Et vous êtes quand même partie. Oui. Quel rapport vous aviez avec votre fils aîné, vous, à ce moment-là? Après, ça se passait très bien. Donc, j'ai eu 6 enfants. Donc, j'ai eu 4 enfants en 4 ans. Donc, je les ai élevés les uns après les autres, évidemment. Et les emmenés à l'école, à la cantine. Enfin, c'était une fratrie. Après, il y a eu les 2 autres qui sont venus se rajouter un petit peu plus tard. Mais c'était bien. Oui, oui, oui. À l'âge de 16 ans, Christophe a souhaité repartir vivre chez sa grand-mère. Pour quelle raison? Alors, il est reparti là-bas parce qu'à l'époque, mon papa est décédé. Il travaillait donc dans une usine. Et le propriétaire de l'usine a proposé à mon fils de prendre la place du grand-père puisqu'elle était disponible. Et puis, évidemment, c'était à 500-600 mètres de chez ma maman. Donc, elle a sauté sur l'occasion et puis elle se l'est rappropriée une autre fois. Oui, et puis ça lui permettait de ne pas vivre seule chez elle, j'imagine? Aussi, oui, oui, tout à fait. Comment les rapports que vous entreteniez avec votre fils ont-ils évolué à partir de ce moment-là? Après, il a rencontré à l'âge de 17 ans, ou 17-18 ans, il a rencontré donc sa fiancée qui est devenue donc sa femme. Vous étiez au mariage? Et non. Ah bon? Vous n'avez pas été invitée au mariage? Non, ma maman m'a dit « Tu ne seras pas invitée au mariage, c'est moi qui emmènerai Christophe à l'hôtel. » Donc c'est elle qui a emmené mon fils à l'hôtel à ma place. Et la semaine suivante, elle m'a envoyé une grande enveloppe Kraft avec le menu du repas et les photos du mariage. Ça m'a fait très mal. Très mal. Est-ce que vous avez tenté d'avoir une explication avec votre fils? Oui, mais bon, sans plus. Sans plus, ça m'avait fait vraiment très mal. Et j'avais aussi un peu de fierté, de dignité en me disant, il ne faut pas toujours se rabaisser non plus, parce que j'avais l'impression aussi de me rabaisser à chaque fois, de leur demander, j'avais rien à me reprocher. Et avec votre mère? Avec ma mère, ça a toujours été plus ou moins conflictuel jusqu'à pratiquement son décès, quoi. Quand avez-vous vu votre fils pour la dernière fois? À l'enterrement de ma maman. Donc ma maman est décédée, elle avait 80 ans, 82 ans à peu près. Et donc puisque j'habitais loin, donc je suis descendue pour son enterrement. Et je suis arrivée un peu en avance, donc le cercueil était dans la nef de l'église. Je me suis agenouillée devant son cercueil. Je lui ai dit « Maman, je te pardonne pour tout le mal que tu m'as fait. Adieu. » Et puis ça m'a fait du bien de pouvoir lui dire que je lui pardonnais. Et à ce moment-là, quand vous avez vu votre fils, qu'est-ce qui s'est passé? On a discuté un petit peu, puisque bon, il y avait l'inhumation. Après, je suis repartie, puisque je repartais de loin aussi. Il a été aimable avec vous? Oui, oui, on a discuté, oui. Est-ce que par la suite, vous avez pu reprendre malheureusement, une place de mère non, juste? parce que figurez-vous que peu de temps après, il était parti en vacances et au retour de vacances, il s'est plaint de troubles de la vue. Et son épouse, donc ma belle-fille, l'a emmené consulter. Et ils se sont rendus compte qu'il avait un crânio-pharyngiome, donc un angiome qui était sur le nerf optique et qui lui provoquait, pas une cécité, mais un voile flou sur l'œil. Et il est donc rentré à l'hôpital pour se faire retirer cet angiome qui était bénin. Et en l'opérant, le chirurgien a sectionné le nerf, la carotide, et il est décédé sur la table d'opération. Et j'ai pas pu, c'était trop... À quel âge alors? Il avait 35 ans et il avait 3 enfants.
C'est quand même le genre d'erreur médicale qui se produisent encore aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? C'était une douleur atroce. Il était parti pour se faire opérer d'une intervention qui devait normalement se dérouler. Bon, c'est vrai, quand on touche au crâne, au cerveau, c'est toujours délicat, mais qui devait se dérouler de façon normale. Et puis, on me téléphone, ma belle-fille, ma fille me téléphone en me disant, tu sais, maman, Christophe est mort. J'ai hurlé comme un chien qui appelle ses petits comme une louve. Je tremblais, je ne pouvais plus garder le téléphone. C'était atroce. Et c'est quelque chose que que j'arrive pas à... Vous me direz tout à l'heure, comment peut-on se reconstruire dans ce genre de situation et se débarrasser de ce sentiment de culpabilité si tenace. Yvonne nous donnera ses conseils dans notre deuxième partie. Ce sera juste après ces messages de la rédaction. Aujourd'hui, dans l'Histoire continue, nous reprendrons des nouvelles d'une fratrie qui nous a tous marqués. À la mort de ses parents, Amélie avait pris son frère et sa sœur sous son aile. On reste la sœur, mais on a le rôle de la maman, en fait. Et c'est difficile à assumer. 3 ans et demi plus tard, leur vie a bien changé. Mais ils sont toujours aussi complices. Papa et maman, et ils sont là, et nous on est là avec eux. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Votre petite taille a toujours été un moteur dans votre vie, malgré les difficultés du quotidien. Pendant votre enfance, vous avez souffert de votre nanisme, mais vous avez fini par faire de votre différence une force. Malgré votre petite taille, vous avez réussi à réaliser tous vos rêves. Fonder une famille, avoir un travail ou même relever des défis sportifs ou physiques. Dans votre couple, vous êtes tous deux atteints de nanisme et vous menez une vie normale. Vous souffrez de votre petite taille et vous avez besoin de conseils pour accepter votre différence. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Yvonne Poncet-Bonissol, notre psychologue spécialiste des relations familiales, répond quotidiennement aux questions de nos invités en plateau. Si vous aussi vous êtes en froid avec un proche ou si vous avez le sentiment que votre vie est en ce moment dans une impasse, connectez-vous dès 15h sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Yvonne Poncet-Bonissol animera notre chat et répondra en direct à toutes vos questions. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Catherine a mis 3 ans à écrire une longue lettre à son père où elle lui exprimait ses sentiments, sa souffrance d'avoir manqué d'affection pendant son absence. Mais cette lettre, elle n'a jamais pu l'envoyer car son papa est décédé. Il jouait des larmes sur ses joues. Oui, ça n'arrête pas. Pourquoi ces larmes à retardement? En fait, j'étais très très touchée par le témoignage de Thérèse parce qu'elle a vraiment exprimé quelque chose, peut-être que je n'ai pas réussi à dire tout à l'heure, mais c'est toujours la même chose, j'ai peur des mots, donc je comprends Yvonne. C'est que oui, je pense que j'ai beaucoup manqué d'amour aussi. Je ne dirais pas qu'il ne m'aimait pas, parce que je ne sais pas. Et j'ose espérer toujours que c'était que oui, mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup manqué d'amour, j'avais 0 affection, 0. Et en lui donnant cette lettre, vous espériez entendre qu'il vous aimait? En fait, voilà, je pense que je cherchais un petit peu à provoquer qu'il me dise « Mais non, ma fille, tu t'es trompée, je t'aimais ». Et puis aussi, ce que je voulais, c'est quelque part lui dire que je lui en voulais plus. Ça peut paraître paradoxal parce que je me suis dit peut-être qu'avec le temps, avec sa maladie, il s'est remis en question par rapport à beaucoup de choses. Et je me suis dit, si je faisais partie de ces petites remises en question, eh bien qu'il sache que je lui en veux plus et qu'il parte pas avec un poids de culpabilité. Surtout pas à cause de moi. Et que finalement, même s'il y avait ça, même s'il y avait cette colère, ben, finalement, je l'aimais beaucoup et je l'admirais. Parce que c'était quand même quelqu'un d'extraordinaire. Qu'est-ce qui est le plus dur à vivre pour vous? Pour moi, aujourd'hui, c'est
c'est ce que je voulais dire là. C'est vraiment, j'ai pas pris l'occasion de lui dire « Papa, il n'y a plus de problème, je ne garde de toi que le côté positif ». C'est ça qui est très difficile. C'est-à-dire qu'il est parti il n'y a pas très longtemps, votre papa. Il est décédé le 26 avril 2013, il y a à peine 7 mois. Exactement. On voit que vous êtes toujours aujourd'hui dans la peine. Donc, qu'est-ce que vous lui diriez, Yvonne? Quels conseils peut-on lui donner? Alors déjà, la lettre, comme je vous ai dit tout à l'heure, la lire à votre père pour vous accorder un pardon. Allez parler à votre père sur sa tombe et dites-lui « Je te pardonne, je t'aime et je sais que tu m'as aimé ». Je crois que ça suffit parce que c'est hautement symbolique. Est-ce que vous vous autorisez à pleurer? Maintenant, oui. Avant, non. Mon mari m'a beaucoup aidée. Parce qu'on sent qu'il y a un trop-plein de larmes, là, qui ont besoin de s'écouler. Et une colère et une retenue, c'est-à-dire vous n'osez pas exprimer votre souffrance parce que la souffrance, elle est forte quand vous réagissez à l'histoire de Thérèse. C'est vraiment quelque chose d'une frustration énorme, d'un manque de reconnaissance que vous n'avez pas pu avoir comme vous le désiriez et qui remonte. Je veux dire qu'il y a quelque chose de l'enfance qui est fort et qui, comme une cocotte minute, si vous voulez, qui est prête à exploser. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est ça qu'il faut décharger sur la tombe de votre père. Et en fait, c'est exactement ce que vous dites et c'est ce qui me fait peur parce que je me dis, si je ne règle pas cette colère, j'ai peur maintenant de la reporter sur maman, sur mes frères et sœurs. J'ai peur de développer une phobie contre tout ce qui était en rapport avec ma jeunesse, mon enfance et ma jeunesse. Alors Yvonne, j'en profite pour signaler à nos téléspectateurs que c'est vous qu'ils pourront retrouver cet après-midi sur le chat de Toute une histoire. Vous répondrez à toutes les questions qui seront posées. Toutes. Même des questions hyper perso. Peut-être, pourquoi pas. Sabine, votre frère est décédé dans un accident la veille du jour où vous deviez vous revoir après une année de silence radio. Qu'est-ce qui a été le plus dur à vivre pour vous? Le plus dur, le manque, tout de suite, de traverser les événements familiaux sans qu'il soit là. Ça m'est revenu très fortement 3 ans après, quand j'ai accouché de mon premier petit garçon, qui porte en deuxième prénom le nom de mon frère. Et là, tout de suite, je me suis dit, j'aimerais qu'il soit là, j'aimerais qu'il le voie, qu'il me voie moi, en espérant qu'il soit fier de moi. Et que surtout, il me pardonne. Et peut-être que lui m'a pardonné, alors que moi, je ne me pardonne pas. Alors, votre frère est décédé il y a 10 ans maintenant, mais vous n'arrivez pas donc à oublier ce rendez-vous manqué de vos retrouvailles. Si on pouvait remonter le temps, c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré chez vous, dans le Haut-Rhin. C'est ici, au cimetière de la Vieille Tour à Dietwiller, petit village du Haut-Rhin, que reposent les cendres de David, le frère de Sabine, depuis sa mort en 2003. Salut. J'espère que ça va. On espère juste que t'es bien là-haut. Que tu nous vois. Que tu es fière de moi, quand même. Il n'y a pas un Noël, il n'y a pas un anniversaire, il manque toujours quelqu'un à table. Et du coup, ça reste un lien et je peux venir lui raconter ce que je lui raconterais au téléphone ou en le voyant s'il était là, quoi. Si Sabine a tant de mal à faire le deuil de son frère, c'est parce qu'au moment de sa mort, ils étaient fâchés. Ils ne se sont jamais dit au revoir. Sabine est obnubilée par la disparition de son frère. Les seuls moments où elle arrive à ne pas y penser, c'est lorsqu'elle court. Ça me permet vraiment de passer un petit peu à autre chose le temps d'une course ou d'un jogging. Je ne me pardonne pas les mots ou les phrases que j'ai pu dire ou écrire. Et je ne me pardonne pas le fait qu'il soit parti alors qu'on n'était pas réconciliés. Finalement, ce sentiment de culpabilité, elle a décidé de ne plus lutter contre. Cette culpabilité aujourd'hui, elle fait partie de moi. J'ai appris à
à vivre avec et c'est plus un poids comme ça l'a été, mais je sais que je vivrai toujours avec. J'ai pas envie. Je pense que quelque part, j'ai même pas envie de ne plus l'avoir. Et ça maintient quelque part le lien que je peux avoir avec mon frère aussi. Je pense inconsciemment, ce lien, je veux le garder quand même. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, La mort de son frère a totalement transformé les rapports qu'elle entretient avec sa petite sœur, Justine. J'ai été courir hier. Ouais. Mais ça fait du bien. Quand elles sont ensemble, la conversation tourne très souvent autour de ce grand absent. Celle-là, j'aime bien aussi quand il était à l'armée. Ouais. C'était un beau soldat. Hein. Il est beau, là. Ouais. Toi aussi. Magnifique. Même si elles sont très différentes, les deux sœurs se sont promis de ne jamais être en conflit. Je pense que le décès de David nous a rapprochés dans le sens où on a pu enlever nos différences et accepter les différences qu'on a. Les accepter, oui. Pour moi, c'est une certitude. Rien pourrait me séparer de ma sœur aujourd'hui. Sabine, vous dites quelque chose d'intéressant. Vous dites qu'en fait, cette culpabilité vous permet de garder un lien avec votre frère. Finalement, vous n'avez pas envie de vous en débarrasser? Non. Non, parce que ce serait trop facile de dire bah voilà, j'ai dit quelque chose et on va faire comme si j'avais rien dit. Et cette culpabilité, elle fait partie de moi parce qu'elle est là, elle existe et je ne peux pas faire comme si j'avais pas dit les mots. Mais est-ce qu'elle vous empêche de vivre votre vie? Est-ce que vous vous interdisez d'avoir du plaisir Plus maintenant, mais j'ai mis quelques années à l'apprivoiser et apprendre à vivre avec. Maintenant, elle fait partie de moi, mais elle m'empêche plus d'avancer, elle m'empêche plus de prendre du plaisir dans ce que je fais ou dans mes relations avec les autres. Mais vous dites plus maintenant, qu'est-ce qui vous a aidé à avancer? C'est le temps ou vous vous êtes fait aider? Le temps fait forcément, mais au début, je me suis fait aider, j'ai vu quelqu'un. Et tout de suite, assez rapidement après le décès de mon frère, par le biais d'une personne, j'étais allée voir avec mes parents une médium. Et je suis quelqu'un de très cartésienne. Et quand on m'a parlé de ça me paraissait complètement surréaliste. Et en fait, quand je suis allée voir cette personne, elle m'a parlé vraiment de façon très précise et physiquement et... Sans que vous en ayez parlé? Non, elle ne savait rien. Sans vous poser de questions? Aucune. Elle vous l'a décrit physiquement? Elle me l'a décrit physiquement, elle m'a dit des choses que, à part lui, personne ne pouvait lui dire. Enfin, par exemple? Déjà le fait qu'il lui a dit d'emblée qu'il me pardonnait et qu'il m'aimait très fort. Et elle a dit des choses très précises sur l'accident de camion qui n'était pas paru dans les médias, que personne ne savait, et à part ma sœur, moi-même et mes parents. Et du coup, pour moi, c'était... Oui, elle est rentrée en contact avec lui, quoi. Ça, pour moi, c'est une certitude. Ça vous a apaisé? Oui. Ça n'enlève... C'est pas comme si lui m'avait dit « je te pardonne », mais ça m'a apaisée dans le sens où je me dis qu'il repose en paix et qu'il m'en veut peut-être pas autant que moi je me l'étais mis en tête, parce que j'ai plus de mal à me pardonner que... Je me dis, lui n'était pas quelqu'un de rancunier, il peut pas m'en vouloir encore maintenant. Enfin. Est-ce que vous avez changé? Est-ce que votre caractère a changé? Mon mari dit il y avait la Sabine avant et il y a la Sabine après. Moi, je dirais aussi que ça m'a changé dans le sens où je suis devenue beaucoup plus tolérante. J'ai voulu toujours briller aux yeux de mes parents et paraître la fille parfaite. Et aujourd'hui, j'ai fait des erreurs comme tout le monde, j'en ferai encore. Mais je suis beaucoup plus tolérante et moins dans le jugement vis-à-vis des autres en général. Commentaire d'Yvonne? Si votre frère était en face de vous, il aimerait que vous soyez coupable à ce point et que vous gardiez votre souffrance secrètement au fond de vous? Est-ce qu'il aime... Non.
eh bien, je pense que vous devriez accepter qu'il aimerait que vous soyez sereine aujourd'hui. Parce que sinon, c'est une pensée magique qui va vous ronger tout le temps. Vous avez l'impression qu'il est là et qu'il vous en veut. Il vous pardonne, c'est à vous de vous pardonner. Et bien souvent, quand on a un deuil douloureux, on a besoin de cette souffrance pour sentir l'autre vivre en soi. C'est pas nécessaire. Vous souhaitez que lui vive en paix, et bien, vous aussi vivez beaucoup plus sereinement. Et la médiumnité dont vous parlez, c'est une lecture de ce qui est au plus profond de vous, qui vous a été évoqué, qui vous a été décrit. Souvent, la médiumnité, c'est une manière de lire dans l'inconscient de l'autre. Marie-Odile, pour une parole malheureuse, votre meilleure amie que vous considériez comme votre petite sœur a décidé de couper les ponts avec vous. Hélas, elle devait se battre contre sa maladie, qui a eu raison d'elle, puisque elle est décédée peu de temps après. Est-ce que auparavant vous avez eu le temps de vous réconcilier? Pas du tout. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours espéré, après cette rupture, que quelques mois après, il se passerait quelque chose. Et en même temps, je n'étais pas dans l'inquiétude dans la mesure où, pour moi, elle était en phase de rémission, voire de guérison. Et donc, je la laissais plutôt dans une phase ascendante. C'est comme ça que je l'avais interprété. Et je n'ai eu aucun signe qui me laissait entendre que ça n'était plus le cas. Vous n'avez pas eu de nouvelles? De personne. Et donc le temps a passé comme ça. Et moi, je pensais qu'elle était repartie dans sa vie, mais ce n'était pas le cas. Jusqu'à ce coup de fil du 12 décembre 2009, qui vous a appelé ce jour-là? C'est une de nos connaissances communes qui a dû se dire quand même qu'à ce stade-là, il fallait que je sois prévenue et qui m'a appelée. Mais évidemment, j'étais effondrée. Et puis en même temps, j'étais en état de sidération sur l'instant parce que je pensais, moi, qu'elle était au contraire que la vie était repartie d'un côté positif pour elle. Est-ce qu'elle avait exprimé l'envie de vous voir? Je ne sais pas. Juste un commentaire d'Yvonne. Est-ce que vous pensez, vous partagez ma thèse, Yvonne, que peut-être que son amie, ce n'est pas simplement les mots qui l'ont blessée, mais qu'elle ne s'est plus sentie en phase au moment de sa vie où elle devait combattre sa maladie? Et donc elle a eu besoin de s'éloigner peut-être aussi? Besoin de s'éloigner, besoin de vivre avec fierté sa maladie, parce que je pense que votre amie avait une forme de fierté comme ça, avec une mise à distance de l'autre, et j'ai envie de vous dire, trop gentil, vous êtes dans une démarche tellement altruiste que cet altruisme, cette générosité, cette espèce de bienfaisance permanente l'a gêné. L'empêcher de se battre, de combattre peut-être? C'est possible, c'est possible. Maintenant, je reste néanmoins avec l'idée que la sanction est dure. Oui, mais vous êtes dans une forme d'auto-accusation parce que votre projet n'a pas abouti, votre projet d'aide et d'entraide. Vous voulez tellement porter la souffrance de l'autre, et là, vous avez été impuissante. Oui, sauf que là, moi, on aurait eu cet échange, je l'aurais compris, et j'aurais pris une distance différente. Mais là, ça a été un coup près. Moi, je l'ai vécu comme une... je crois d'ailleurs que dans une lettre, j'ai dû lui dire que pour moi, c'était la peine capitale. Donc le mot est fort, mais c'est celui que j'ai ressenti. Peut-être qu'inconsciemment, elle vous en voulait quelque part d'être en bonne santé, alors qu'elle devait se battre aussi contre la mort. C'est possible, tout à fait. Il y a aussi ça, j'imagine. C'est possible, oui, tout à fait. Oui. Inconsciemment. Est-ce que c'est des choses qu'on observe avec des amitiés récentes, fusionnelles comme ça? Et il y a un moment où la fusion n'est peut-être pas supportable? La fusion n'est pas supportable, donc il y a la diffusion et on prend de la distance. Et je crois que dans les 4 témoignages que nous écoutons, les personnes avec qui vous n'avez pas pu vous réconcilier avaient une difficulté à vraiment bien communiquer, tous les 4, avec une retenue au niveau des émotions, une forme de fierté, une forme de difficulté finalement à exprimer leurs émotions, leurs sentiments, des personnalités quand même un peu dures, un peu égocentrique. Donc je crois que c'est là, de leur vivant, vous n'avez pas pu communiquer
Et après leur décès, eh bien, cette non-réconciliation a pris une ampleur terrible et vous êtes dans l'auto-accusation toutes les 4 et dans la culpabilité. Mais déjà, là, j'ai l'impression, est-ce que vous êtes dans l'auto-accusation ou est-ce que vous êtes dans l'incompréhension de sa réaction? C'est pas tout à fait pareil, j'ai l'impression. Je suis pas sûre qu'il y ait vraiment de culpabilité. J'entends bien ce que vous dites. Hein. Effectivement, je n'avais pas envisagé forcément les choses sous cet angle-là. Non, je ne suis plus du tout dans mon auto-accusation. Ça, c'est terminé. Dans l'incompréhension de son silence. Oui, c'est-à-dire qu'en même temps, il m'a toujours fait de la peine. Mais probablement elle aussi. Mais certainement. J'aurais bien admis qu'on prenne plus de distance, mais les paroles n'étaient pas là. Et il n'y avait plus, la rupture était consommée. Donc c'est là où a résidé la difficulté, parce que moi j'aurais bien accepté voilà, qu'on trouve un mode d'emploi différent, on va dire. Thérèse, votre fils est décédé lors d'une opération alors que vous étiez en froid depuis plus de 15 ans. Qu'est-ce que vous auriez aimé lui dire avant qu'il ne disparaisse? Bien, j'aurais aimé lui dire que je l'aimais beaucoup, évidemment, comme tous les autres. Et puis j'aurais aimé savoir le pourquoi de ce froid. Et puis aussi, ce qui est terrible pour moi, c'est que lorsque je suis arrivée pour son inhumation, on venait de fermer le cercueil et je ne l'ai pas vu mort. Je n'ai pas vu mon fils décédé. Pour moi, je ne peux pas faire mon deuil de quelqu'un que je n'ai pas vu mort. C'est terrible, c'est terrible. Et donc... Là-dessus, Yvonne ? On reste dans le déni, effectivement, d'où l'importance des rituels funéraires, de voir le défunt, de pouvoir lui dire au revoir, de pouvoir le toucher et de pouvoir voir qu'il s'endort, qu'il est là et qu'il est serein. Voilà. Parce que bien souvent, les êtres décédés ont une forme de sérénité sur le visage et ça apaise les personnes qui restent. Alors, juste dans la mesure où elle ne l'a pas vu, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Eh ben, de lui parler et finalement de voir souvent ce phénomène de l'album photo. Regardez comment vous avez réagi quand vous avez vu sa photo. Oh, mon petit, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, je crois, vous entourez de photos, puis osez lui dire au revoir, je t'aime, tout le temps. Et le fait d'être là aujourd'hui, c'est une manière de lui dire au revoir? Oui. Et puis, il y a aussi, pour le premier anniversaire de son décès, je suis allée voir un tatoueur et je lui ai demandé à ce monsieur, j'ai dit, voilà, mardi, il y aura un an que mon fils est décédé, je veux absolument que vous me fassiez un tatouage. Et dans le dos, il m'a tatoué un ange sur un nuage. Et là, c'est mon fils. Et quand je partirai, je l'emmènerai avec moi, plus personne ne me le prendra. Il est à moi. Dans la peau. Je l'ai dans la peau. Oui. Merci d'être venu nous voir. Un dernier mot d'Yvonne? Non, je crois que aussi peut-être lui dire, je n'ai peut-être pas été, on ne m'a pas autorisé à être mère pour toi pendant que tu étais petit. Je crois que c'est ça qu'il faut que vous puissiez lui dire et lui écrire. Oui. Et là, c'est vrai que même à sa communion, quand il a fait sa communion solennelle, je n'avais accès à rien. C'était ma mère qui régentait, qui dirigeait. Donc elle me le... Vous voyez, et vous la raptez un peu. Elle me l'a capté. Ouais. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui. Les histoires de nos invités nous rappellent combien il est urgent de profiter de ceux qu'on aime tant qu'il est temps. Dans la seconde partie de notre émission, les deux sœurs que je reçois en savent quelque chose aussi. En effet, Amélie et Alison ont dû apprendre à se construire malgré l'absence de leurs parents. Et tout de suite après, nous prendrons des nouvelles de Didier et de Christine qui nous parleront de leur combat contre la maladie de Parkinson. Ils vont nous montrer que pour eux aussi, l'histoire continue. Bonjour à tous les quatre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et je vais commencer avec vous, Amélie et Alison. Jean-Luc Delarue, vous avez reçu le 19 avril 2010 dans une émission intitulée « À 20 ans ». Ils ont perdu leurs parents. Vous étiez alors accompagné de votre frère Brice. Quel âge aviez-vous tous les trois lorsque vous avez perdu votre mère? Quand nous avons perdu notre maman, Brice avait 11 ans, Alison avait 19 ans et moi 22 ans.
Votre mère est décédée des suites d'un cancer du sein. Amélie, vous étiez l'aînée de la fratrie. Pour quelles raisons avez-vous joué un rôle déterminant au moment de la disparition de votre maman? Quand maman est partie, papa était effondré, évidemment. Donc c'est vous qui avez dû assumer le quotidien, la responsabilité de vos frères et sœurs? Surtout de Brice, puisqu'il était mineur, il était à la maison et encore scolarisé. Donc au quotidien, il fallait pouvoir l'aider dans ses devoirs et puis à la maison. Alison, à quelle nouvelle épreuve avez-vous dû faire face 4 ans plus tard? Eh bien, c'est un après-midi du mois de juillet 2008 et mon père est rentré après des examens à l'hôpital. Et donc nous étions là dans le salon tous les trois avec Brice et il nous a appris qu'il était atteint d'un cancer du poumon. Et 1 an après, il est décédé. Donc ça fait beaucoup. Là, vous étiez donc, vous aviez quel âge tous? Brice avait 16 ans, Alison avait 24 ans et moi 27 ans. Soudés dans l'épreuve, vous faisiez face à vos responsabilités et à l'époque, votre histoire avait particulièrement touché notre équipe de la rédaction. Ça a été il y a 3 ans et demi. Depuis, la vie a repris son cours et si vous avez accepté d'être parmi nous aujourd'hui, c'est pour une raison bien précise. Pour savoir ce qui motive votre présence sur notre plateau, eh bien, je vous propose de regarder notre reportage. J'ai pas eu le temps de pleurer ma mère. Amélie, Alison et Brice. Une fratrie courageuse qui nous avait confié le drame qu'elle avait vécu, la perte de leur mère 4 ans auparavant. Au décès de maman, il a fallu que je prenne en charge un petit peu tout ce qui se passe à la maison, l'organisation, et puis m'occuper de Brice et de mon père aussi qui était effondré. Quelques années plus tard, un nouveau malheur les frappait. Leur père était emporté par la maladie. Il s'est écoulé 4 ans depuis le décès de ma mère et du coup, enfin de notre mère, et du coup, on s'est dit, ça y est, tout repart à zéro. On va recommencer les douleurs, la souffrance, voilà. Elle avait 42 ans, moi j'avais 11 ans. Et ensuite, mon père, au mois de juillet dernier, quand j'avais 16 ans. À 26 ans, Amélie avait alors décidé de devenir la tutrice de son frère, encore mineur. Une responsabilité lourde mais évidente pour elle. On reste la sœur, mais on a le rôle de la maman en fait. Et c'est difficile à assumer. Je lui disais, ouais, t'es pas ma mère, t'as rien à me dire. Comment vous avez vécu tout ça, vous, Alison? J'ai préféré partir de chez moi. Parce que vivre dans cette maison où tous les souvenirs remontaient, c'était trop dur. Frères et sœurs essayaient tant bien que mal de retrouver un équilibre. Et je construis ma vie maintenant de famille, ma propre famille. Bon, je les ai toujours, donc ils en font partie aussi, mais c'est important pour tenir en fait. On s'est dit, comment va se passer l'avenir, qu'est-ce que nous on va devenir. 3 ans plus tard, nous retrouvons l'aînée de la fratrie, Amélie. Venir sur notre plateau lui a permis de se libérer quelque peu de sa peine. L'émission, en fait, m'a aidée à pouvoir mettre des mots sur une douleur et ça a été un exutoire, en fait. Témoigner, ça n'a pas tout changé parce qu'on ne peut pas revenir en arrière, ils ne reviendront pas. Par contre, après, c'est notre regard sur tout ça qui change. Décidés à aller de l'avant coûte que coûte, frères et sœurs ont fait un choix important pour leur avenir. Mais il n'a pas été sans conséquences pour Amélie. On a dû prendre la décision difficile de vendre la maison de notre enfance. On l'aimait parce que ça se traduisait par voilà, plein de beaux moments qu'on a vécus, mais ça se traduisait aussi par des moments douloureux. Parce que dans cette maison, on a vu notre maman malade, on a vu notre papa malade. J'ai été vraiment très mal et c'est grâce à ma famille que j'ai pu remonter en fait. Il fallait que
que je vive, tout simplement. Pour la jeune femme, la famille compte aujourd'hui plus que tout. D'autant que Brice, qui était partie de chez elle quelques mois après l'émission, est revenu s'installer avec elle. On a retrouvé des rapports qui s'étaient déséquilibrés par la force des choses. Je pense qu'on a envie de créer de nouveaux souvenirs et puis de faire ça dans la continuité de ce que faisaient nos parents. De nouveaux souvenirs, Amélie compte bien en construire avec l'arrivée de son deuxième enfant, Sacha. On va faire une fête pour la naissance de notre petit garçon. C'est important pour moi de pouvoir avoir tous les gens que j'aime autour de nous pour recréer en fait une ambiance familiale, tout simplement, que je veux que mes enfants connaissent ça. Brice est aujourd'hui âgé de 21 ans et Alison de 28 ans. L'émission leur a permis à eux aussi de mettre des mots sur cette période qui reste douloureuse. On est un peu perdus. On a l'impression que rien ne pourra nous aider. Et donc, quand d'autres personnes viennent témoigner, à ce moment-là, ça nous réconforte parce qu'on voit que d'autres personnes réussissent à surmonter tout ça. Donc, ça nous donne la force de réussir aussi. À 17 ans, puis avoir ses deux parents, c'est un peu compliqué. On ne sait pas trop ce qu'on va devenir, comment on va évoluer, où on va tomber, quoi. On avance un peu à l'aveuglette. Faut improviser. Et pour eux aussi, se séparer de la maison de leur enfance a été une nouvelle étape de leur vie. C'était passé à autre chose, mais là, c'était vraiment du concret. Ça devenait encore plus réel, en fait. Ça a un peu rouvert encore les cicatrices, quoi. Tout déballé, regarder tous les souvenirs, etc. Donc la vente a été assez difficile. Il était aussi important pour nous, psychologiquement, de passer aussi à autre chose et de ne pas continuer à vivre avec ce passé. Malgré les souffrances, le temps les a aidés à se reconstruire. Depuis que je suis retourné chez Amélie, ça se passe beaucoup mieux qu'avant. Les gens discutent plus, donc on voit pas les choses, on voit les choses plutôt sous le même angle. Du coup, ça facilite les choses. Brice, au niveau de l'évolution, je pense qu'il grandit, il est encore jeune, il a que 21 ans, donc il a encore tout le temps devant lui. Même si, parfois, je reconnais toujours le petit enfant que j'ai connu avant. On est frères et sœurs, on se soutient, on rigole ensemble, on pleure ensemble. On avance toujours ensemble. On est toujours là les uns pour les autres et on est unis, c'est ça qui compte. Je pense qu'on arrive à remonter la pente et il y a une certaine fierté, oui. Ils ne sont plus là et il faut que nous les fassions vivre à travers nous. Nous sommes chez Amélie, à Sizun, dans le Finistère. Avec Brice, elle attend la visite d'Alison, qui a fait 600 km pour rencontrer pour la première fois son neveu, Sacha. Coucou! Ça va? Salut toi. Salut. Le petit garçon a aujourd'hui 2 mois. Ça va mon bébé? Oh, t'es trop beau! Oui, oui. Tu viens, je te prends? Dans les bras de papa quand même. Bonjour! Il s'endort à moitié. Pour célébrer cette naissance, Amélie a également invité une partie de sa famille dans un lieu qu'elle a réservé. Bon du coup, comme d'hab, tu vas être obligé de m'aider. Hein. Il y a plein de trucs à faire. Mais avant, frères et sœurs s'attellent aux derniers préparatifs. Eux qui ne se sont pas vus depuis 8 mois retrouvent très vite leur marque. Tu veux nous aider, Brice? Y a quoi à faire? Garnir les petits pains, les couper. On les coupe complètement en deux? Ouais. Non, mais c'est retrouvailles comme ça, c'est bien. Dommage que ça soit pas régulier, quoi. Toujours mais bon, toujours cette sensation quand même d'avoir l'impression de s'être revue hier. Bah c'est sûr que toi, comme t'es pas à côté, c'est sûr que tu nous manques. Même quand elle est là, elle me manque, alors c'est un peu compliqué. Parce que je sais que c'est toujours très rapide quand on se voit, donc ça me manque déjà parce que je sais qu'elle va partir. Oh. C'est pour ça que c'est toujours un plaisir de se retrouver. Bah c'est vrai que là, ça va être court quand même. Hein. Donc c'est sûr qu'après on reste un peu sur notre faim. Ouais. Mais bon, après quand on se voit trop longtemps, c'est pas bien non plus. Après on se supporte plus. Hein. C'est toi qui es insupportable. Ouais, on va être en retard là. On y va.
Amélie a invité une trentaine de personnes dans ce gîte, dont ses tantes, sa belle-famille et sa grand-mère d'Orléans, leur ville d'origine. Bon, du coup, on voulait vous remercier tous d'être venus. Donc, il y en a qu'on a l'occasion de voir plus régulièrement que d'autres. Donc, on a une pensée particulière à ceux qui viennent de loin. Et puis, on est content de vous présenter donc le petit Sacha, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Pour Amélie, la présentation de Sacha est surtout le moyen de consolider les liens familiaux. Et avec beaucoup de pudeur, de recréer une ambiance chère à ses yeux et à celle de son frère et de sa sœur. Et dans ce moment de partage, la fratrie garde une pensée pour ses parents. Je pense que papa et maman, ils seraient très contents de nous voir ici, de continuer à vivre. De toute façon, c'est ce qu'ils nous ont appris. C'est seulement là, juste la continuité de ce qu'ils nous ont donné. On a eu une vie tout à fait différente avec papa et maman. Et je pense que c'est comme une deuxième vie. Oui, c'est ça, c'est ce que je ressens aussi. Voilà. Ouais. C'est ce que je ressens aussi. En fait, je pense qu'à leur mort, en fait, nous, on devait construire comme une renaissance en fait. Réapprendre à vivre autrement. Allez, viens. Et on regarde là-bas, dans la direction, et on voit qui? On voit papa et maman. Et ils sont là. Et si, ils sont là. Et nous, on est là avec eux. Bon, alors ça va être délicat là, hein, si tout le monde pleure. Et on comprend évidemment votre émotion, on la partage. Qu'est-ce que vous faites, Brice, aujourd'hui? Je vais vous interviewer, vous, puisque vous êtes, en tant qu'homme, le seul qui ne pleure pas. Vous faites quoi aujourd'hui? J'ai débuté une formation en carrelage il y a à peu près 2 mois et demi. Ouais. Donc c'est sur 6 mois. Ouais. Et du coup, donc vous allez rapidement travailler. C'est ça. Donc vous habitez pas loin de votre sœur aînée, c'est ça? Chez elle. Chez elle, carrément. Je suis retourné chez elle. Bon, et la sœur aînée, est-ce qu'elle pense un peu à elle? Ou est-ce qu'elle joue toujours le rôle de la maman, grande sœur? Non, non, par rapport à moi, on n'a plus ce problème-là, on va dire. C'est vraiment une relation frère et sœur. Mais vous avez besoin d'elle et de les sentir proches de vous? Ouais, moi, c'est normal. J'aimerais aussi que ma sœur Alison soit plus proche. Mais bon, Alison, pour vous, c'est important d'être un peu éloignée? Vous avez besoin de... Non, c'est pas que c'est important, c'est que disons que les choses sont faites comme ça. Moi, je suis restée sur Orléans où on habitait tous avant. Donc c'est plutôt eux qui se sont enfuis. C'est difficile pour vous d'être loin d'eux? Oui, quand même. Ouais. Parce que là, quand on se retrouve, du coup, j'ai pas envie qu'ils s'en aillent, quoi. Ouais. Est-ce que vous parlez beaucoup ensemble de vos parents? Est-ce que vous partagez des souvenirs? Est-ce que vous pleurez beaucoup ensemble? Disons que oui. On parle beaucoup, oui, des souvenirs, surtout des bons. C'est vrai que tout ce qui est plus difficile, la maladie, on l'occulte. Parce que forcément, ça nous renvoie à des choses négatives. Et Brice, vous en parlez aussi avec vos sœurs, de vos parents? ouais, j'en parle assez souvent quand même. Surtout poser des questions par rapport à eux, savoir vraiment qui ils étaient. Parce qu'au final, j'ai pas vraiment eu le temps de savoir quel genre de personnes ils étaient. Est-ce que vous pensez que vous allez rester soudés tous les trois? Bah, il y a intérêt. C'est obligé. Mais est-ce que ça va vous empêcher d'avoir des projets peut-être éloignés les uns des autres? Non, je pense pas. On vit déjà éloignés plus ou moins. Et même vous avez si... des projets, Amélie, par exemple, de partir un peu loin? Oui, voilà, oui. Est-ce que vous en empêchez? Non. Avant, je me mettais des barrières. Aujourd'hui, je le fais plus. Je pense que c'est important aussi que vous alliez au bout de vos projets, de vos rêves, pour que chacun puisse s'épanouir et grandir sans être dans l'attente des autres, quoi. C'est ça. De toute façon, si chacun de notre côté, on
ne s'épanouit pas, on ne pourra pas avoir de relations correctes les uns avec les autres. Tout à fait. Bah, je vous souhaite plein de courage. Vous êtes évidemment extrêmement touchant. Il est temps à présent de revenir sur l'histoire de Didier et de Christine. Jean-Luc, vous avez reçu le 12 septembre 2007 dans une émission intitulée « Maladie de Parkinson, la vérité au grand jour ». Didier, à quel âge avez-vous appris que vous étiez atteint de cette maladie? Écoutez, j'avais 43 ans et demi, quoi. C'était en très 2003, oui. C'est très jeune, oui. Quelle a été votre réaction à l'annonce de ce diagnostic? Disons, un effondrement total. C'est-à-dire, c'est comme si d'un seul coup, tout s'écroulait autour de nous. Parce que j'imagine que quand on apprend ça, on va se renseigner, on va regarder sur Internet. Oui, et donc, vous avez découvert quoi? Comment elle se traduit, cette maladie? Oui. Qu'est-ce que ça laisse augurer pour l'avenir? Ma première réaction, c'était de me dire, écoute, Didier, tu ne peux combattre que ce que tu connais. J'ai été sur les forums qui parlaient de la maladie de Parkinson et je n'encourage pas les gens qui puissent un jour être malades d'aller sur les forums parce que je crois que c'est le meilleur moyen de se suicider, c'est le meilleur moyen de tomber en dépression, c'est surtout pas là qu'il faut aller. Et on entend de tout et de rien, on entend des gens qui sont des gens qui sont de simples kidam et qui vous prodiguent des conseils et ce n'est pas leur profession. Et c'était un tort énorme et malheureusement, je n'ai pas été soutenu psychologiquement et donc j'ai mis beaucoup de temps. Dépression? Dépression, des tentatives de suicide de 8 à 10. Voilà. Ah, oui. Et puis vous avez donc été sous traitement? Un traitement qui a eu des séquelles et des conséquences sur votre... Oui, très grave, oui. J'ai été sous traitement. Ce traitement était un agoniste dopaminergique. Et malheureusement, on me l'a prescrit de façon totalement aléatoire et de façon erronée. Et du coup, au bout de 2 ans et demi, j'ai développé des troubles du comportement qui ont détruit notre vie pendant 24 mois. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a eu comme trouble du comportement? Addiction au jeu, hypersexualité, trouble de l'humeur, irascibilité, Et tout ça, on ne vous en avait pas parlé? Non. Donc j'imagine que ça a eu des conséquences sur votre vie familiale? Oui, tout à fait. Oui. Ça a été un isolement total et puis ça a été un endettement terrible puisque j'en arrivais à jouer jusqu'à 10 000 € d'argent par mois. Ce que vous n'aviez jamais fait auparavant? Non, je n'étais pas joueur. Ouais. Je ne sais plus d'ailleurs. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu un doute sur le fait que ça pouvait peut-être être lié? Non, du tout. Du tout? On ne pouvait pas du tout faire le lien de causalité entre le médicament et les troubles graves du comportement que Didier rencontrait. Et un jour, grâce à, je dirais, un site parkinsonien anglo-saxon, canadien, donc on a appris que ce médicament aux États-Unis avait généré des tas, chez de nombreux parkinsoniens, des troubles du comportement, donc de ceux que je subissais. Donc j'ai immédiatement pris contact avec mon neurologue et celui-ci tombait des nues. Donc je suis allé au CHU qui a tout de suite compris, ils ont compris, ils ont stoppé le médicament. Et de là, tout est redevenu normal. Lorsque vous êtes venu sur notre plateau, vous étiez encore sous le choc de ce qui vous était arrivé. Et à l'époque, vous teniez surtout à évoquer les effets indésirables donc liés à votre traitement, pour informer, j'imagine, ceux qui nous regardent. Depuis 6 années se sont écoulées avant de découvrir où vous en êtes aujourd'hui, tous les deux. Je vous propose d'abord de nous repasser le film de votre histoire. Merci. Il m'a rendu addictif donc au jeu, ce qui a entraîné aussi des vols, dilapidation de mon argent personnel. Atteint de la maladie de Parkinson, Didier était venu sur notre plateau accompagné de sa femme, Christine. Il nous avait parlé des effets secondaires provoqués par son traitement. La vie a été complètement bouleversée déjà par le diagnostic, qui était brutal. Et puis ensuite, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, à une amélioration de la maladie,
est venu se rajouter donc, ces effets d'addiction au jeu. Vous étiez joueur avant? Non, du tout. Vous deviez, madame, avoir du mal à comprendre? Tout à fait, oui. On voit son mari changer complètement. C'est vrai que c'est très, très dur. Les médicaments et leurs effets secondaires, pour vous, sont plus néfastes que la maladie elle-même? Oui, elle a complètement occulté la maladie. La maladie, elle n'a jamais existé pendant la période des 3 ans d'addiction. Les médicaments avaient entraîné des addictions importantes chez Didier. Il n'avait plus aucune limite pour assouvir sa pulsion du jeu. C'était pas jouer pour gagner, c'était jouer pour jouer. Et plus je gagnais, et plus je rejouais. Comment vous êtes procuré cet argent? Je l'ai volé. À des amis, à des voisins, vouloir essayer de cambrioler des maisons. C'était devenu... On sait qu'il était devenu fou, quoi. On s'est arrêté juste à temps. Je pense que j'étais sur le point de tuer quelqu'un pour voler. Incroyable. Malgré une totale incompréhension, Christine avait toujours été présente. Mais voyant son mari courir à sa perte, elle avait décidé de lui poser un ultimatum. Un jour, vous avez dit stop, quoi. Je lui ai dit, soit tu restes avec nous et les enfants, mais tu te bats et il faut qu'on trouve une solution, il faut que tu t'en sortes. Sinon, on arrête tout et oui, je pars. Il fallait protéger mes enfants et ma famille et c'était la seule solution. 6 ans après l'émission, nous retrouvons Didier et Christine, beaucoup plus sereins. Aujourd'hui, Didier suit un nouveau traitement qui lui permet de vivre normalement sans aucun effet secondaire. Coucou. Coucou, chérie. Tu m'as dormi? Oui, toi aussi? Oui, ça va. T'as pas eu mal aux jambes cette nuit? Non, un petit peu. Ça a enfin. été? Chaque jour, Didier doit prendre une batterie de médicaments pour limiter les douleurs et l'avancée de la maladie. Puis dans 2h30, je recommence. Bah oui, c'est ça. Toutes les 2h30. Hein. Ouais, ça revient vite, hein. Ça va mieux quand même maintenant. Hein. Avec ce nouveau traitement, enfin... C'est vraiment une réussite. Bah oui, aujourd'hui, j'étais complètement différent, quoi. Enfin, t'es différent, non, tu es comme tu étais avant cette prise de médicaments qui t'a rendu complètement... J'étais plus moi-même, quoi. Je me rendais pas compte, quoi, je veux dire. J'en ai bavé, mais ça valait le coup. Je pense que si on en est là, c'est vraiment grâce à toi, en plus. Hein. Peut-être vraiment très fort. Aujourd'hui, après des années de combat, le laboratoire produisant son précédent traitement a été condamné. Je suis content de ranger cette feuille dans cette boîte d'archives qui clôt mon dossier. C'est 7 années de combat qui ont été un enfer pour nous. Le jugement du tribunal de grande instance de Rennes, le cour d'appel, nous a permis de retrouver notre honneur, une libération totale pour mon épouse et pour moi. Et on veut refermer totalement cette histoire. Et pour nous, la vie recommence. Je vais faire mon petit tour en vélo. Ah bah t'as bien raison, oui. Il profite parce qu'il y a du soleil. Il pleut pas. Mais... Allez, bah, bonne balade. À l'heure. À l'heure. Didier, je le trouve dynamique, enjoué. Quand je le vois sur son vélo, bah, c'est vrai que ça me fait plaisir de voir faire une activité physique qu'il avait perdue et puis de continuer à s'entretenir. Malgré la maladie, bah, il reste battant, donc c'est important. Didier veut rattraper le temps perdu et surtout ne pas se laisser dépasser par la maladie. Il pratique donc du sport régulièrement pour garder le plus longtemps possible toute son autonomie. Mais depuis que j'ai la pathologie de la maladie de Parkinson, continuer à vélo, c'était primordial, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Je ne veux pas subir la maladie. J'ai une volonté de faire tout le possible pour lutter contre l'évolution de la pathologie. Pour Didier, il est important de prévoir son avenir. Depuis plusieurs mois, il aménage sa maison en prévision de l'évolution de sa maladie. C'est sûr, oui. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Non. Mais on a raison d'y penser. Mais en ayant toujours cette énergie positive. Voilà, il faut rester confiant, se battre et puis mais prévoir quand même l'avenir le plus confortable possible pour toi. Et puis bah, pour moi aussi. Pour moi, c'est l'avantage, c'est bien vert. Ah bah ça, c'est vert. Hein. Même si Didier a tout anticipé, il lui reste l'espoir d'une opération. La neurostimulation pourrait ralentir considérablement les effets de la maladie. Si je suis éligible, ça veut dire réduction de 50% des médicaments, plus de douleurs musculaires. Par contre, bon, il y a toujours des risques liés à cette opération. Mais je pense que c'est un risque qu'il faut comprendre. Il faut être confiant. Ah, on ne peut qu'être confiant. Oui. Oui, et puis... T'es avec moi, hein? Ouais, bah toujours. Comme toujours. Allez, à plus. On va y arriver.
Voilà, et Didier, on mesure à quel point c'est un combat de tous les instants que vous livrez contre cette maladie insidieuse qui progresse inexorablement. Ce que je note souvent aussi pendant le Téléthon, c'est que vous devenez acteur de votre maladie, vous vous êtes renseigné, vous collaborez avec les médecins, vous connaissez peut-être encore mieux votre cas personnel qu'ils ne le connaissent eux-mêmes, parce que chaque cas est très différent. Chaque cas est un cas et malheureusement, chaque neurologue prescrit aux Parkinsoniens des traitements comme on prescrit des traitements pour une grippe ou des choses comme ça, tandis que chaque Parkinson est particulier. Et donc, c'est le malade qui, en fonction de son ressenti, qui doit prendre le médicament. Donc, ça veut dire que vous devez doser précisément. Par exemple, aujourd'hui, vous ne tremblez pas. Il a fallu que vous adaptiez exactement la dose de médicaments pour être dans cet état. C'est du réglage, quoi. Oui, c'est un petit peu de la, comment dire... Comme une Formule 1. C'est de la cuisine. Ouais. C'est de la cuisine. Mais je veux en profiter parce qu'en 2007, et Dieu sait que j'ai été touché par le décès de... Jean-Luc Delarue. De la peine. Bon, alors là, vous allez tous nous faire pleurer. Non, mais c'est lui qui nous a permis de, comment dire, de démarrer cette histoire médiatique aussi par rapport à ce qui nous est arrivé. C'est lui qui a lancé ce débat, qui a montré au grand public les effets indésirables de ce traitement contre la maladie de Parkinson, qui est censé être un traitement pour soigner des gens malades, aider les gens à vivre normalement, continuer à vivre normalement. Et c'est vrai que le fait de participer à cette émission a lancé le débat et nous a donné encore plus de force pour continuer. Et ça a été un combat de 7 années, très difficile. Aujourd'hui, on est là, mais c'est très difficile encore aujourd'hui. Et la maladie étant toujours présente, il faut combattre avec. Mais de toute façon, aujourd'hui, on essaie d'être positif et puis de faire en sorte que, voilà, on puisse enfin avoir des projets, des petits projets d'avenir. C'est vrai que vous êtes là, Jean-Luc n'est plus là, mais il a contribué évidemment à sortir de l'ombre un certain nombre de causes. C'est un des précurseurs à mettre ça sur une chaîne publique. Et depuis on s'est battu. Depuis 2007, on s'est battu jusqu'à fin 2012. Et on a réussi à faire condamner donc, ce laboratoire, qui est le deuxième laboratoire au monde. On mesure sa lutte de tous les instants pour être un homme digne et dans la vie. Hein. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Moi, j'ai envie de lui dire... Didier, je t'aime. Et puis, sache que je serai toujours là. Toujours là. Merci d'être venu nous voir. Et puis, j'espère qu'on aura le plaisir à nouveau de vous recevoir à nouveau. Je vais vous demander de signer le grand livre de l'histoire continue. Merci à tous pour votre confiance, votre fidélité. Il y a des témoignages plus émouvants que d'autres. Et les vôtres l'ont été aujourd'hui. À bientôt. Tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. Merci. Then live the rest of our life, but not together. Ils ont décidé de se dire oui dans le plus grand secret. On avait tout planifié, tout prévu pour se marier en cachette. On n'avait pas envie de se prendre la tête avec les fleurs, les menus, la salle, etc. Mais pourquoi se sont-ils mariés en cachette? On avait monté un plan. J'avais acheté carrément la robe que j'ai mis tout au fond, dans le placard, caché. Au bout de 15 ans, si on se mariait, c'était pour nous deux. Et la seule façon de le faire, c'est de se marier sans rien dire à personne. Ah, on voulait que ce soit notre petit jardin secret. Notre journée à nous, notre histoire à nous, notre journée à nous. Mais est-ce que mariage en catimini rime vraiment avec mariage réussi? J'étais très ému, parce qu'on ne va pas à la mairie quand on va chercher une baguette de pain. Je savais qu'elle allait me dire oui quand même, mais... Et il y avait un fonctionnaire communal et c'est elle qui nous a donné le seul cadeau qu'on ait eu, ce qui est le bic avec lequel on a signé le papier. Il m'a ramené du soleil dans ma vie.